Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour les Polyphonies d'Orlan. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un compositeur dont le destin et la musique ont transcendé sa vie. Vous le connaissez, il s'agit de Ludwig van Beethoven. Alors, première chose, j'aimerais mentionner deux éléments à propos de sa musique. Premier élément, c'est que sa musique n'est jamais tombée dans l'oubli. Et déjà ça, c'est assez impressionnant, hein. Pensez par exemple à Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, au lendemain de sa mort, il est oublié et il sera redécouvert au début du 19e siècle seulement. Ben Beethoven, non. Beethoven, dès que sa musique est jouée, elle connaît un grand succès et ce succès ne va jamais être démenti. Deuxième chose, et ça c'est encore plus fort je trouve, c'est qu'il y a un avant et un après Beethoven. Évidemment, c'est pas le seul compositeur à provoquer ça, mais bon, tout de même, il y en a pas beaucoup dans l'histoire de la musique. Et quand vous avez une personnalité qui façonne à ce point la musique, l'histoire de la musique, ben, il faut le noter, je pense. La musique de Beethoven a ceci d'incroyable qu'elle sonne universelle. Mais elle a une grande énergie morale, ça c'est sûr. Mais sa musique, pourquoi elle sonne universelle? Parce qu'elle s'adresse à chaque individu. Et en fait, sa musique, et j'espère vous le montrer aujourd'hui, peut être perçue comme très connectée à notre humanité. Je pense vraiment que Beethoven, c'est un des compositeurs les plus humains qui existent. Et je vais expliquer évidemment tout ça. Tout un mythe a été construit autour de la figure de Beethoven. Vous le savez, Beethoven, c'est un compositeur atteint de surdité. Alors, on met souvent ça en avant, en expliquant que c'est incroyable, qu'on ne sait pas comment il fait. Bon, ben, d'abord, je peux vous dire que Beethoven, c'est pas le seul compositeur qui est atteint de surdité. Vous avez par exemple Smetana. Smetana, je l'ai déjà évoqué, je pense, dans la geste d'Orlan, celui qui fait la Moldo. Smetana, il devient sourd aussi. On a une autre compositrice que j'ai en tête là maintenant, Ethel Smice, qui aussi devient à la fin de sa vie sourde. Donc Beethoven n'est pas le seul compositeur à être atteint d'un mal. Prenez aussi pour les écrivains, il y a pas mal d'écrivains qui deviennent aveugles, on n'en parle pas forcément. Et bien pourtant avec Beethoven, c'est mis en avant. Il va être présenté aussi comme un artisan laborieux. Ce qui est vrai, hein, il travaille sans cesse sa musique. Beaucoup d'esquisses, beaucoup de corrections. Si vous voyez les manuscrits autographes de Beethoven, bah, ils sont pas très très propres. Et ça montre que Beethoven n'est pas un génie déconnecté de l'humanité. Bah, vous le voyez, quand vous devez travailler dans votre vie de tous les jours, c'est pas tous les jours facile, vous réussissez pas tout du premier coup. Et ben Beethoven, il vous le montre, que même s'il réussit, bah oui, il a dû recommencer, que justement, il y a énormément de travail et c'est par son travail qu'il a réussi à imposer sa musique. Aussi, Beethoven, c'est un homme solitaire. Malgré toute son humanité, malgré tout l'amour qu'il y a en lui, eh bien, pas de vie amoureuse, pas de vie familiale, et pour lui, c'est une grande douleur. Ça, c'est le côté solitaire, on va dire le côté laborieux de sa vie. Et je vous le dis déjà ici, je trouve que Beethoven, c'est peut-être un homme au pire destin qui ait jamais existé. Mais vraiment, tout s'abat contre lui. Et je le dis aussi, c'est à mon sens une des plus fortes personnalités que j'ai jamais vues de ma vie. En étudiant un peu sa vie, je comprends qu'il ait dû être écrasant pour son entourage, même si c'est à son corps défendant. Bon, bah, d'un côté, on a ça, mais de l'autre côté, Beethoven, c'est l'image même de l'artiste créateur. L'artiste qui se sent coupé des joies simples collectives. L'artiste qui idéalise l'amour. L'amour amoureux, mais l'amour amical aussi. L'artiste qui a la capacité, très important ça, de réagir par la musique à ses malheurs. Et alors, comme dernier élément avant de véritablement commencer la biographie de Beethoven,
il y a un changement du rôle attribué à la musique instrumentale à partir du temps de Beethoven. La musique avec Beethoven sera perçue comme un moyen d'accès pour exprimer ce que le verbal et la raison ne sont pas capables d'exprimer. Et cette façon de concevoir la musique, qui est fondamentale à partir de Beethoven, va, comment dire, se poursuivre tout au long du 19e siècle. Et ça, il faut le garder en tête, je pense, pour comprendre quel est le rôle de la musique, comment est perçue la musique à cette époque-là. Allez, on commence la biographie. Donc, première chose, jeunesse à Bonn. Vous savez que Beethoven est né à Bonn. Eh bien, je vais quand même vous donner un petit détail pour commencer. C'est que la famille Van Beethoven, eh bien, elle n'est pas originaire d'Allemagne. Les Beethoven sont originaires de la ville de Malines, en Belgique. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Van Beethoven, parce que c'est du flamand. Sinon, si c'était en allemand, on devrait dire von Beethoven. Donc, voilà, Beethoven est belge. Ah, vous la coupe, hein. Bon, alors, on va pas exagérer. Beethoven, il n'est pas belge. Il a des origines lointaines, très lointaines, c'est-à-dire que le grand-père vient de Malines, il s'installe à Bonn. Le père de Beethoven, il naît en Allemagne, et Beethoven lui-même, il est allemand, il faut arrêter, ça va. Après, savez-vous, est-ce que c'est très important l'origine des compositeurs-compositrices? Voilà, moi je suis pas certain. C'est intéressant de savoir pour replacer dans leur contexte culturel. Du génie, il y en a partout. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Alors, le grand-père et le père de Beethoven sont des maîtres de chapelle à Bonn. Maîtres de chapelle, ça veut dire qu'ils ont une fonction de compositeur, ou de même un peu plus de, de musicien attaché à la ville. Le père est alcoolique, bon, vous le savez, piètre musicien, mauvais pédagogue. Donc, vous voyez, dès le début, hein, ça commence mal pour Beethoven. Et il a par exemple la volonté de faire de son fils un autre petit Mozart. Et autre détail, mais moi je trouve qu'il en dit long, sur la maltraitance qu'a pu subir Beethoven enfant, la première apparition de Beethoven, c'est 1778, le 26 mars. Première apparition publique. Donc il a 8 ans, puisque Beethoven naît en 1770. Eh bien, le père de Beethoven aurait falsifié le certificat de naissance de Beethoven pour faire croire qu'il avait 6 ans. Donc pendant je ne sais pas combien d'années, Beethoven a cru qu'il était 2 ans plus jeune que ce qu'il était en réalité. Enfin, c'est assez choquant quand on y pense, hein. Imaginez si vous apprenez qu'en fait vous êtes 2 ans plus vieux ou plus vieille que ce que vous êtes réellement, et que vous l'apprenez 30 ans, 40 ans après. Et vous apprenez que c'est votre père qui a trafiqué. Pourquoi il a fait ça? Ben parce qu'il voulait 6 ans, comme le petit Mozart. Vous voyez, 8 ans, oh non, c'est trop vieux, ça ne va pas. Bref, donc Beethoven, très vite, va être placé à la tête de la famille pour aider ses frères. Donc, vous imaginez déjà, enfant jeune, eh bien c'est lui qui doit subvenir aux besoins de la famille, de la fratrie en particulier, et retenez ça parce que c'est très important pour la suite. Il va aider ses jeunes frères. Bon, je vous dis, le début dans la vie, c'est pas facile, mais il a beaucoup de talent. Donc la vie devient agréable pour lui au fur et à mesure qu'il se fait des amis parmi le gratin de Bonn. Il rencontre du beau monde, et très important de rencontrer du beau monde, parce que le beau monde fréquente le beau monde, et par exemple, vous avez le comte Ferdinand von Waldstein, qui va le faire rencontrer Mozart et Joseph Haydn. Et alors c'est très intéressant, parce que Beethoven va étudier pendant 2 ans avec Joseph Haydn, vous connaissez un grand compositeur. Et alors, est-ce que ça va bien se passer entre les deux? Ben, pas trop, parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur entre les deux hommes. Et ça arrive parfois, hein, vous savez. On dit souvent aux étudiants, vous savez que les étudiants en master, ils doivent faire un mémoire de master, donc ça les occupe pendant 2 ans normalement, et ils ont ce qu'on appelle un promoteur ou une promotrice. Et on leur dit souvent de choisir, en fonction de la spécialité du promoteur, bien sûr, mais aussi en fonction de la compatibilité d'humeur entre les deux. Bien sûr que le promoteur est professionnel et que normalement on sait gérer les étudiants, mais c'est plutôt dans l'autre, dans la façon de faire.
vous avez des promoteurs ou des promotrices plus directs, moins directs, plus doux, plus durs, plus exigeants. Enfin, c'est dans le style, en fait, si vous voulez. Et il y a des étudiants qui supportent plus ou moins bien la pression. Et donc, je pense que c'est important aussi de prendre ça en compte. Alors, il étudie avec Haydn, ça se passe pas très très bien. Il va poursuivre sa formation avec d'autres compositeurs. Par exemple, Antonio Salieri. Voilà. Alors, Salieri, vous le connaissez parce que vous avez sûrement vu le film Amadeus. Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était un très mauvais film, jusqu'au jour où j'étais très embêté parce que ça vient d'une nouvelle de Pouchkine. D'une pièce de théâtre, pardon, de Pouchkine. Voilà, Mozart et Salieri. Mais je pense quand même que c'est pas une bonne chose. Alors Salieri n'a jamais tué Mozart, Salieri n'a jamais terminé le requiem de Mozart, d'accord? Mais il y a une chose que je... Donc déjà ça, c'est dur pour un musicologue, mais il y a une chose que je ne pardonne pas au film, mais vraiment, hein. C'est quand je l'ai vu, j'ai fait «Oh, pioup, on éteint». Je sais plus c'est dans quel opéra de Mozart qu'il le chante en anglais. Oh pitié, ça c'est pas possible. Je me suis dit quoi? En Amérique, vous ne pouvez pas entendre des gens qui chantent dans leur langue maternelle? Mais vous savez, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Et c'est ça qui, pour moi, est très vexant, enfin, qui doit être très vexant pour beaucoup d'Américains ou beaucoup d'anglophones, c'est que on va leur dire non, 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 mais vous pouvez pas lire les sous-titres, ça ne va pas, vous pouvez pas entendre d'autres langues, on va tout faire en anglais. Bref, donc c'est ça dans le film qui m'avait un peu bloqué. Après, un film, c'est un film. Vous pouvez toujours le regarder. Un film dit autre chose que la réalité, comme un roman en fait, si vous voulez. Sachez juste que, voilà, prendre un film ou un roman comme un appareil documentaire, c'est très dangereux. Voilà. Et Mozart n'est pas en train de tout le temps en train de rigoler comme un crétin, s'il vous plaît. Bon, revenons à Beethoven. Il s'établit à Vienne. Et d'abord comme pianiste virtuose. J'en avais parlé dans l'épisode sur la virtuosité. Beethoven, il est un très grand virtuose et il connaît beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'il a un énorme talent et il a beaucoup de liens avec les cercles aristocratiques qui sont les cercles les plus importants, les cercles dominants à cette époque. Et donc il fait des tournées de concerts et il compose beaucoup. Il compose beaucoup de musique de chambre et notamment de la musique pour piano. Donc vous entendez peut-être en fond ici, eh bien, le deuxième mouvement, l'Adagio cantabile de la sonate pour piano numéro 8, qu'on appelle souvent la sonate pathétique. Très jolie hein, quand même comme sonate. Bah, les trois mouvements sont jolis, mais celui-là j'aime bien. Pi, pa, da, ti, da, pa. Pa, 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 pa. Pa. Voilà, ça continue comme ça. Non, vraiment très très joli, hein. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'informations, ça va. Je vous fais écouter un peu celui-là en fond, mais bon, la musique de Beethoven, c'est très très connu, c'est très facile à trouver. Donc je vais plutôt l'évoquer pour me concentrer un peu plus sur sa vie, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Mais voilà, sachez que les œuvres importantes, ben, je les mettrai en évidence comme d'habitude et vous pourrez les chercher par vous-même. L'enregistrement sera de meilleure qualité si vous l'écoutez chez vous. Alors, pendant cette période, il y a un petit élément que je donne comme ça, vous allez voir, une petite amorce. Il va rencontrer l'émissaire du Directoire, donc émissaire français, qui va lui suggérer une symphonie héroïque, tiens, tiens, sur le thème du général Bonaparte. Et retenez cette information, parce qu'on va y revenir. Bon, tout va bien pour Beethoven, c'est magnifique. Et je vous dis que pourtant, il a la pire vie qu'on puisse imaginer. Alors là, vous comprenez pas. Eh ben, ça commence. 1801-1802, il a une première crise existentielle. Et cette crise commence avec la prise de conscience de sa future surdité. Et là, c'est terrible. Parce qu'à partir de là, il va acquérir une réputation de misanthrope. La situation, et on peut le comprendre, est difficilement imaginable pour lui, d'un point de vue social ou professionnel. Parce que c'est pas simplement un compositeur qui devrait arrêter de travailler. Compositeur, il a pu continuer. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que Beethoven, il peut composer alors qu'il est sourd? D'abord, sa maladie, elle a mis beaucoup de temps à s'installer.
et il n'est pas définitivement sourd tout de suite, 100% sourd. Il a des difficultés d'audition et le mal va progressivement s'installer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme instrumentiste, c'est fini. Pianiste, c'est fini. Il n'arrive plus à jouer parce qu'il n'arrive plus à s'entendre. Ça, c'est sûr. Comme chef d'orchestre, pareil, fini. Mais à composer, c'est toujours possible parce que il arrive à, en fait, il a une telle connaissance de la musique qu'il entend tout à l'intérieur. Il n'a pas la même oreille que nous, si vous voulez. Il n'a pas la même connaissance de la musique. Si vous voulez, Beethoven, mais c'est la plupart des compositeurs, c'est comme ça. Il lit une partition, il entend la musique. Donc il a des moyens pour continuer de composer. Mais par contre, c'est pas possible comme instrumentiste, je vous l'ai dit. Et alors, deuxième élément, mais socialement, c'est terrible. Vous êtes à un dîner de gala, et puis après, vous avez quelqu'un qui dit: «Ah, maître Beethoven, c'était de très belle musique ce soir», et cetera. Et puis vous bougez pas d'une oreille, j'allais dire, parce que, parce que vous l'entendez pas. Et alors le gars va se dire: «Mais attends, il est compositeur le Zouf, comment c'est possible? Il m'entend pas, et donc il m'entend pas, donc ça veut dire qu'il est pas gentil», et donc enfin, vous voyez, il y a un peu tout ça. Bref, 6-10 octobre 1802, date très importante chez Beethoven, parce qu'il va rédiger ce qu'on appelle le testament de Heiligenstadt. Heiligenstadt, c'est un petit village à côté de Vienne où Beethoven séjournait en général pendant les beaux temps. Alors là, dans ce testament, c'est très important parce que quand on le lit, on comprend qu'il accepte sa surdité. Pas facile, hein? Il rejette l'idée du suicide, mais il écrit attendre la mort. Et alors, c'est vraiment un testament qui est vraiment très triste, très beau. Et je vais vous en lire quelques lignes. Ô vous, hommes qui pensez que je suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer pour tel, comme vous êtes injuste. Vous ignorez la raison secrète de ce qui vous paraît ainsi. Songez que depuis 6 ans, je suis frappé d'un mal terrible que des médecins incompétents ont aggravé. D'année en année, déçu par l'espoir d'une amélioration, j'ai dû m'isoler de bonne heure, vivre en solitaire loin du monde. Si jamais vous lisez ceci un jour, alors pensez que vous n'avez pas été juste avec moi, et que le malheureux se console en trouvant quelqu'un qui lui ressemble et qui, malgré tous les obstacles de la nature, a tout fait cependant pour être admis au rang des artistes et des hommes de valeur. Beethoven. Donc vous voyez, cette crise, elle est profonde. Et comment Beethoven va en sortir de cette crise? Eh bien, par le travail. Vous avez 1803-1812, une période où on appelle parfois la période héroïque, d'accord? Et c'est une période d'intense créativité. Et il faut imaginer que Beethoven, c'est ça, c'est tout va bien, une crise, mais profonde, hein, tout va bien, une crise, et puis on se relève. Donc c'est vraiment chaque fois la chute et puis la renaissance, d'accord? Et alors attention, hein, je dis que tout va bien, non, tout ne va pas bien, parce que c'est le problème de surdité, il l'a toujours, d'accord? C'est juste qu'il l'accepte, il vit avec. Et après, il a d'autres éléments, et puis il a des profondes dépressions, quoi, si vous voulez. Bref, donc la période héroïque. Beethoven, pendant l'été 1803, compose sa troisième symphonie, la symphonie héroïque. Et alors au départ, il voulait l'appeler symphonie Bonaparte. Vous voyez, on revient avec ce qu'on lui avait suggéré hein, quand il était plus jeune. Mais il va l'appeler héroïque. Pourquoi? Parce que c'est quand Bonaparte va devenir empereur, alors Beethoven sera très fâché, puis il va rayer le nom de Bonaparte, et ce sera la symphonie héroïque. Très belle symphonie, hein. Vous prenez par exemple le premier mouvement, mais alors, ça je peux vous dire un truc. Avec les œuvres de Beethoven, les symphonies en particulier, quel mouvement vous allez écouter, je ne sais pas, parce que ce sont tous des chefs-d'œuvre. Voilà. Vous savez, en général, quand il y a une symphonie, alors vous retenez, je caricature un peu, hein, mais les gens retiennent facilement de Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde, le dernier mouvement. Bon, entre guillemets, deuxième et troisième mouvement, ils sont très jolis aussi, mais bref. Mais
Souvent, il y a un mouvement qu'on retient, par exemple, chez Mozart, la symphonie numéro 25. Pom, 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 pom. Ta, 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 rim, pa, 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 pri, rim, pa. Bon, ben voilà, vous avez ça. Est-ce que vous connaissez les autres mouvements? Pas forcément. Mais chez Beethoven, il n'y a pas un mouvement dans une symphonie qui est un chef-d'œuvre. Si chaque mouvement peut être considéré comme un chef-d'œuvre. C'est ça qui est incroyable. Troisième symphonie, chef-d'œuvre. La cinquième symphonie, chef-d'œuvre. Sixième, chef-d'œuvre. Septième, chef-d'œuvre. Neuvième, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, écoutez tout, mais commencez avec la troisième symphonie. C'est le mouvement que je préfère. C'est le premier mouvement, avec le thème qui est si connu. Dim pa dim pam pi da di pam pi do pi do di da di da 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 dam pi do. Bon, et ça continue comme ça. Mais vraiment, cette symphonie, elle s'appelle Héroïque. Elle porte bien son nom. Parce que c'est vraiment une musique qui vous fait comprendre toute la force, toute la puissance, la résurrection de Beethoven. Quand vous entendez une musique pareille, vous comprenez qu'il a réussi à sortir de son abattement et de sa dépression, je le pense. Il rencontre beaucoup de succès avec sa musique instrumentale, mais, et on ne le dit pas assez, il voit beaucoup de difficultés à composer de la musique lyrique. Beethoven, est-ce qu'il compose des opéras? Oui, enfin des non, mais il en a composé un, Fidelio. Et Fidelio, beaucoup de modifications, hein. 3 versions successives, une version en 1805, une version en 1806, une version en 1814. Donc Beethoven, il passe toute sa vie à composer un opéra. En comparaison avec Rossini, Rossini, à la même époque, il vous sort un ou deux opéras par an, hein. Allez, hop, suivant, 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 suivant. Donc vous imaginez, c'est difficile. Et pourquoi je vous parle de l'opéra? Parce que, encore à l'époque de Beethoven, c'est l'opéra le plus important. C'est l'opéra qui est vu comme le summum de la composition. Et Beethoven, il n'y arrive pas. Souvent, on dit qu'il a du mal à traiter les voix, on va dire les voix humaines, à composer pour les voix humaines. Bon, ben, c'est pour vous dire qu'on n'est pas à l'aise dans tous les genres. Ceci étant dit, hein, Fidelio, c'est un très bel opéra. Moi, je vous conseille d'aller le voir, ça vaut la peine. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Le résultat de Fidelio, il est très bien, c'est juste que Beethoven, il a énormément de mal à composer cet opéra. Alors, printemps 1806 jusqu'à fin 1812, on voit une grande période de productivité. Et là, les chefs-d'œuvre, ils y arrivent, hein. Concerto pour violon, par exemple, le troisième mouvement, magnifique. Pim pam pi pa da pa pam pa pa da ti da pi tam pi pam pam pa dam pi pam. Ah, très très joli comme ça, hein. Dernier mouvement, hein. Symphonie, alors il va en composer 4 entre, donc pendant 6 ans, hein. Symphonie 4, 5, 6 et 7. Ah, elles sont toutes bien, enfin voilà. Tout le monde connaît le pom 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 pom. Mais la symphonie numéro 6, la pastorale, je ferai un numéro spécial juste après Beethoven, ça va? Pendant la même période, il compose des quatuors à cordes et ses concertos pour piano numéro 4 et 5. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, ces deux concertos pour piano. Le deuxième mouvement du cinquième concerto, un mouvement lent mais vraiment très tendre, très joli. Et alors le concerto pour piano numéro 4, souvent on l'appelle le concerto grec. Pourquoi? Parce que là aussi, dans le deuxième mouvement, et peut-être j'en parlerai un jour, il y a un passage, en fait dans le deuxième mouvement, certains y voient une discussion entre Orphée et Hadès, où Orphée serait le piano, et puis Hadès c'est les cordes, les basses. Donc vous savez, vous connaissez le mythe d'Orphée, c'est Orphée qui va en enfer pour aller chercher Eurydice, et pour faire ça, il doit charmer par sa musique Hadès, et puis ce sera tellement beau que Hadès va accepter. Eh ben, il y aurait cet épisode-là, et il y aurait tout un jeu de dialogue entre les deux, avec le triomphe de Orphée, Orphée le plus grand musicien de tous les temps. Bon, il a énormément de succès, je vous dis, partout en Europe, mais, et ça c'est aussi un élément qu'on peut dire, il a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de revenus fixes, pas de revenus stables. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez que même quand ça va bien, bah, ça va pas
si bien que ça. Et vous voyez aussi qu'un compositeur de la trempe de Beethoven qui est adoré dans le monde entier, enfin dans l'Europe, je veux dire, le monde de l'Europe se limite à l'Europe à cette époque-là pour la plus grande part, eh bien, ça ne marche toujours pas. Donc ça, il faut le noter quand même. La vie n'est pas simple pour lui et la situation va même empirer, par exemple, entre 1809 et 1810. Pourquoi? Ben, parce que la maladie est toujours là, il connaît une sorte de désillusion amoureuse, ça on va y revenir. Il y a aussi le siège de Vienne par l'armée de Napoléon. Pendant l'écriture du concerto numéro 5, Beethoven, il est sous les bombes. Et on trouve ça dans les manuscrits, il l'écrit lui-même. Donc c'est quelque chose de très très difficile pour lui. Alors, l'été 1812, il fait une cure dans une station thermale à Teplitz et il va y faire la rencontre de l'écrivain allemand Goethe. Ce sera une déception, d'accord? Et de nouveau, incompatibilité d'humeur entre les deux hommes. Je pense que même Goethe avait peur de Beethoven, qui était un peu trop fougueux pour lui. Mais voilà, sachez qu'il y a eu cette rencontre. Et alors, fin de la période va amener une nouvelle crise existentielle. Et quand je dis crise existentielle, pardon, c'est vraiment, il faut le prendre au sens strict du mot. C'est pas pour me moquer de lui que je dis ça. C'est vraiment, il est proche du suicide. Et il va rédiger sa fameuse lettre à l'immortel bien-aimé, dans laquelle il montre l'impossibilité pour lui de trouver l'amour. Mais est-ce que vous imaginez ça? Voilà, c'est qu'avec cette lettre, il se rend compte qu'il ne pourra jamais trouver l'amour. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer ça si on ne le vit pas. Et évidemment, ça va être le début d'une longue période de dépression, 6 années. C'est ce qu'on appelle les années noires, de 1812 à 1818. Et là, ben, il ne compose pas beaucoup de musique pendant cette période. Un élément quand même que je peux dire, ben, 1815, il va être le compositeur officiel du Congrès de Vienne. Voilà. Ça, personne ne sait, hein. En général, en Europe, les gens connaissent le Congrès de Vienne. Mais ben voilà, sachez que Beethoven était le compositeur officiel. Est-ce que ça lui a rapporté quelque chose? Mais vous voyez bien que pas grand-chose, en fait. Moi, je vous le donne comme anecdote parce que c'est marrant d'apposer le nom de Beethoven sur le Congrès de Vienne. Mais dites-vous que eh bien, le Congrès de Vienne n'a pas forcément apporté beaucoup à Beethoven. Voilà. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Bon, moi, je pense que oui. Bah, lui, il s'occupe de musique, il s'occupe pas de politique. Et bah, il avait des valeurs, et puis bon, ben, après, la politique, malheureusement, elle récupère les choses comme elle veut, et si elle le fait bien, c'est bien, et si elle le fait pas bien, ben, voilà, ça regarde la politique. Alors, un élément très important, c'est la mort de son frère. Son frère meurt de maladie, et sa mort va être l'origine de, vraiment, je dois le dire, de sordides problèmes judiciaires. Pourquoi? Parce que Beethoven et la veuve de son frère vont être successivement désignés par testament comme les tuteurs légaux du petit Karl, Karl le neveu de Beethoven. 1815-1820, il y a une série de procès entre la mère de l'enfant et Beethoven pour savoir qui va s'occuper de lui. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de sordide. Enfin, les affaires familiales, en général, c'est pas très beau. Mais là, vous voyez que les deux se battent, et vous allez me dire, mais pourquoi Beethoven, il veut faire ça? Mais rappelez-vous, Beethoven, il a toujours aidé son frère très tôt. Il a toujours été une sorte de guide, il a toujours été le grand frère, il a toujours été là, enfin plus quoi, comme un petit père si vous voulez. Quand vous connaissez les parents défaillants de Beethoven, ben, donc ça s'explique un peu. Maintenant, oui, c'est compliqué. Après, attention, hein, moi, je vous dis, il ne faut pas prendre parti ni pour Beethoven, ni pour la mère de l'enfant, parce qu'on ne connaît pas le fond de l'affaire. Moi, je ne l'ai pas étudié. Et il faut toujours se méfier des apparences. Voilà. La mère, les mères ne sont pas toujours, et je parle en connaissance de cause, les mères ne sont pas toujours les gentilles personnes qu'elles aimeraient bien prétendre être. Il y a des mères toxiques, il y a des mères défaillantes,
Il y a des pères toxiques, il y a des pères défaillants, il y a des oncles toxiques, il y a des oncles défaillants. Ça va? Donc, méfions-nous de ça, mais sachez que les problèmes existent, que ça prend énormément de temps, de place, et que c'est pas très joli tout ça. En plus de ça, on peut ajouter quoi? Bah, qu'il y a une perte progressive de l'intérêt de Vienne pour lui. Bah, les gens finissent par se lasser, hein, malheureusement, on le voit, hein, les gens, voilà, vous avez eu beaucoup de succès, mais à la fin, oui, bon, Beethoven, on connaît, voilà. C'est bête, mais c'est comme ça. Et peu de nouvelles compositions, ça peut expliquer aussi la perte progressive de l'intérêt de Vienne pour Beethoven. Bah, oui, parce que s'il ne compose pas de choses nouvelles, bon, il y a plus de variété, hein, si vous voulez. Et puis, une grande solitude, évidemment. Alors, 1818, bon, il reste quand même quelques années à vivre pour Beethoven. Alors, eh bien, justement, 1818-1827, c'est le temps des derniers chefs-d'œuvre. 1818, là, c'est une date importante parce que surdité totale pour Beethoven, qui ne s'exprimera qu'avec des carnets de conversation. Mais c'est le début d'une nouvelle période de grande composition. On a par exemple la sonate Hammerklavier, on a la Missa Solemnis, ça c'est vraiment une messe très importante, et puis on a les variations Diabelli, que vous connaissez peut-être, c'est le thème c'est Piarim, pom pim, pom pim, patatatam, Piarim, pom pim, pom pim, patatatam, pim pare, pipari, pipari, pipapapa, pipipopom, pim pom pom. Et ça continue comme ça. Et en fait, si vous voulez, c'est un éditeur qui envoie un thème à des compositeurs et qui demandait il voulait faire un pot pourri. C'est-à-dire qu'il voulait que plusieurs compositeurs composent une ou deux variations sur ce thème-là, et puis hop, il prend tout et il fait un recueil, et ça fait, je vous dis, une sorte de pot-pourri comme ça. Et Beethoven, au départ, il voulait pas, il trouvait que le thème était ridicule, pas intéressant du tout, et il compose des choses très solides à côté, et puis bon, finalement, il se prend au jeu, et il dit, allez, ça va, donne-moi ton thème, et puis pour s'amuser, il compose, et il va faire tout seul 33 variations, et bah, c'est, pour le piano, dans le genre de la variation, c'est un des sommets de la littérature musicale. Voilà, en s'amusant, hein, c'est juste, voilà, et c'est pour, se reposer l'esprit, qu'on compose ça. Magnifique. Donc, bah, je vous conseille de l'écouter parce que c'est dans les variations, vous savez, il y a des grandes variations comme les variations Goldberg de Bach, bah, vous avez les variations Diabelli aussi. Et alors, si jamais ça vous intéresse, le pot pourri comment dire, qui est fait par Diabelli, qui avait demandé à plein de compositeurs différents, Liszt, je pense qu'il y a dedans, il y a Pixies, je pense, enfin il y en a plusieurs, Czerny, bah, vous pouvez l'écouter aussi, il est disponible. Personnellement, je trouve qu'il est moins intéressant que les variations Diabelli de Beethoven. 1822, il termine sa messe et qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer tout de suite une nouvelle œuvre de grande ampleur, la future 9e symphonie. Cette symphonie, c'est quoi? Eh bien, c'est la réunion de plusieurs choses. Un, Beethoven, depuis quelques années déjà, avait la volonté d'écrire une composition vocale sur un poème de Schiller, Andy Freud, Ode à la joie. Vous connaissez peut-être ça. Et alors, il avait aussi la volonté de composer deux symphonies pour la Société philharmonique de Vienne. Alors, dans les deux symphonies, une devait avoir une partie chorale, tiens, tiens, et l'autre devait commencer en ré mineur. Alors, je vous le dis tout de suite, la 9e symphonie, elle commence en ré mineur. Voilà. Et donc, qu'est-ce que va faire Beethoven? Bah, il a plein d'idées différentes et hop, il va tout réunir pour faire la 9e symphonie que tout le monde connaît. Bon, vous connaissez la 9e symphonie, hein, qui est la mère des symphonies, on pourra dire, hein. C'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Et alors, si vous voulez, la partie chorale, elle est dans le dernier mouvement. Ça va? Et vous connaissez, hein? Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. Bon, hein, vous connaissez ça, je vais pas vous le fredonner quand même. Donc si vous voulez entendre cette partie-là, bah, sachez que c'est le dernier mouvement, d'accord? Et puis évidemment, il y a toute une mise en scène avec des solistes, des chœurs. Bah, c'est extraordinaire. Et cette symphonie, qu'est-ce que j'aurais aimé être là le jour de la première pour voir ça, parce que ça fait, il faut remettre dans le contexte.
C'est la première fois qu'on voit ça avec une symphonie. Il bouscule tous les genres, il propose quelque chose de tellement novateur et tellement bien fait, et il vous prend aux tripes. Et mai 1824, c'est la première, c'est la création, ce qu'on appelle la création de la symphonie, c'est-à-dire quand une œuvre est créée, eh bien c'est la première fois qu'elle est jouée, et la première est grandiose. Non dit Dieu que j'aurais voulu être là, hein. Mais bon, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, je suis né trop tard. 1824-1827, c'est une période d'intense créativité, notamment les derniers quatuors à cordes de Beethoven qui sont euh, hyper importants pour la suite. Et alors, attention, hein, parce que je vous dis, il y a beaucoup de créativité, mais dans le même temps, il rencontre de nouveaux problèmes avec son neveu Karl. Parce qu'il y a cette histoire de procès qui se termine, mais Beethoven, il s'intéresse un peu trop près de l'éducation de son neveu, il lui met énormément de pression, il n'arrive pas à lui donner de l'affection, et donc le jeune Karl, il fait une tentative de suicide en juillet 1826, et ça provoque un énorme scandale. Et je ne vais pas défendre Beethoven, parce qu'il n'est pas défendable. Si quelqu'un fait une tentative de suicide à cause de vous, voilà, c'est que quand même, pour arriver à ça, il faut faire des choses tellement, tellement dures, quoi. Et d'un autre côté, c'est qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est intéressant dans la personnalité de Beethoven, c'est que il veut donner de l'amour à son neveu, il veut s'occuper de lui, il veut son bien, mais il n'y arrive pas. Et pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il est complètement déconnecté de la société. Je pense que Beethoven, malgré le fait que sa musique est parmi la plus humaine, entre guillemets, hein, quand on l'entend, qui nous touche vraiment au fin fond de nous-mêmes, qui est un combat contre notre destin fatal, eh bien, elle vient d'une personne qui est tellement différente du reste de l'humanité. Je crois qu'on n'imagine pas, je vous l'ai dit au début de l'enregistrement, Beethoven, pour moi, c'est la personne qui a la plus grande force de caractère que j'ai jamais vue de ma vie. Mais il devait être écrasant, cet homme-là. Parce que vous êtes là en train de pleurnicher en disant «Oh, mais moi j'y arrive pas, j'ai raté mon examen, oh, j'y arrive pas, c'est difficile au boulot». Putain, le mec, il est sourd depuis je sais pas combien d'années, et il est compositeur, et c'est pas juste un compositeur professionnel, c'est le plus grand. Ah oui, c'est difficile la vie. Lui, il a jamais connu l'amour. Il a jamais connu. Enfin, on lui refuse, si vous voulez, l'amour. On lui refuse la vie de famille. Il n'a pas droit à ça. Et il continue d'être là et d'être digne, si vous voulez. Vous êtes là en train de dire ah oui, bon, j'ai fait un concert, ça s'est pas bien passé. Mais lui, il peut pas les faire. Alors qu'il est meilleur que vous, qu'il est meilleur que moi, qu'il a rien. C'est le plus grand. Et on lui dit non, ça tu pourras plus faire. Vous imaginez? Et ça, c'est toute sa vie. Et toute sa vie, il s'est battu pour dire, moi, je suis un homme, je reste digne, les deux pieds debout, et j'affronte l'adversité. Voilà, je critique pas évidemment les gens qui pleurnichent, moi aussi je fais partie des gens qui pleurnichent, mais imaginez, vous êtes face à Beethoven, enfin, on ne tient pas, tout simplement. Bon, bref, ça provoque un énorme scandale, évidemment, donc là, il n'y a plus grand-chose à faire, hein. Et un peu moins d'un an plus tard, le 26 mars 1827, Beethoven meurt. Par contre, il aura tout de même droit à des funérailles nationales. Voilà, j'espère qu'avec cet exemple de la vie de Beethoven, vous en connaissez un peu plus sur ce musicien passionnant, qui écrit de la si belle musique, une musique dont on ne se lâche jamais de l'écouter. Je vous mets tout en barre d'infos, et puis il me reste à vous remercier et à vous dire bonne écoute.